Je m'appelle Marguerite, j'ai 75 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais osé dire à personne. Pendant des années, j'ai gardé ce secret enfermé dans mon cœur, comme un poids qui m'empêchait de respirer. Mais maintenant, assise dans mon petit appartement du 15e arrondissement de Paris, avec vue sur la tour Eiffel qui scintille au loin, je sens qu'il est temps de tout révéler. Ce que mes enfants m'ont fait, ce que j'ai découvert après la mort de mon Henri, et surtout, ce choix impossible que j'ai dû faire au moment où je m'y attendais le moins. Vous allez peut-être me juger, vous allez peut-être me comprendre, mais une chose est certaine, à la fin de cette histoire, vous ne verrez plus jamais les liens familiaux de la même manière. Tout a commencé il y a 3 ans, par une nuit de novembre glaciale. Henri, mon époux depuis 52 ans, s'est éteint dans son sommeil. Pas de souffrance, pas de cris, juste le silence. Un silence terrible qui a envahi notre chambre à coucher et qui ne m'a plus jamais quitté. Quand je me suis réveillée ce matin-là, j'ai d'abord pensé qu'il dormait profondément, comme il le faisait souvent depuis sa retraite. J'ai posé ma main sur son épaule, et j'ai senti ce froid. Ce froid qui n'appartient plus aux vivants. Mon cœur s'est arrêté. J'ai crié son nom encore et encore, mais Henri était parti, me laissant seul dans ce grand appartement où nous avions construit toute notre vie ensemble. Les obsèques ont été magnifiques, je dois l'admettre. L'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle était remplie. Nos 3 enfants, Sophie, Marc et Juliette, étaient tous présents, vêtus de noir, les yeux rougis par les larmes. Ils m'ont entouré, m'ont serré dans leurs bras, m'ont dit combien ils m'aimaient et qu'ils seraient toujours là pour moi. À ce moment-là, malgré la douleur insoutenable de perdre l'homme de ma vie, je me suis sentie chanceuse. Chanceuse d'avoir ces 3 enfants que j'avais portés, élevés, nourris de mon amour pendant toutes ces années. Je me disais que même si Henri n'était plus là, je n'étais pas vraiment seule. J'avais ma famille. J'avais mes enfants. Comme j'étais naïve. Comme j'étais aveugle. Henri était un homme prévoyant. Toute sa vie, il avait travaillé comme architecte, construisant des immeubles dans tout Paris et sa banlieue. Il n'était pas immensément riche, mais il avait su économiser, investir intelligemment. Notre appartement de 150 mètres carrés dans le 15e arrondissement valait une fortune. Nous avions aussi un petit chalet à Megève où nous passions nos hivers, et surtout, Henri avait accumulé des économies considérables. Plus d'1,2 million sur différents comptes, des actions, des obligations. Il voulait que je sois à l'abri du besoin, que je ne manque jamais de rien après sa mort. Il me le répétait souvent en me prenant la main, ces dernières années, quand la maladie commençait à le fatiguer. Il me disait, « Marguerite, tu seras tranquille, je m'en suis assurée. Tu pourras vivre dignement, voyager si tu le souhaites, profiter de tes dernières années sans t'inquiéter. » La lecture du testament a eu lieu une semaine après les funérailles, dans l'étude du notaire, maître Dubois, rue de Vaugirard. Mes 3 enfants étaient présents, ainsi que leurs conjoints. L'atmosphère était lourde, presque étouffante. Le notaire a ouvert l'enveloppe scellée et a commencé à lire d'une voix monocorde. Henri avait tout légué en usufruit à son épouse, c'est-à-dire à moi. J'avais le droit d'utiliser tous les biens, d'en percevoir les revenus, de vivre dans l'appartement, d'utiliser le chalet. À ma mort, tout reviendrait aux enfants en parts égales. C'était une disposition classique, protectrice, qui me garantissait la sécurité tout en préservant l'héritage familial pour la génération suivante. J'ai vu les visages de mes enfants se crisper légèrement quand le notaire a prononcé le mot usufruit. Sophie, mon aînée, 48 ans, mariée à un banquier, a échangé un regard avec son mari. Marc, 45 ans, divorcé, entrepreneur dans le digital, a serré les mâchoires. Juliette, ma benjamine de 42 ans, professeure de littérature, a baissé les yeux. Sur le moment, je n'ai rien compris. Je pensais qu'ils étaient simplement émus, tristes que leur père ait dû organiser sa succession. Je me trompais tellement. Les premières semaines après l'enterrement ont été terribles. Je me réveillais chaque matin en tendant la main vers le côté du lit où dormait Henri, et je trouvais le vide. Je préparais 2 tasses de café par habitude, puis je réalisais que je devais en jeter une. Je mettais 2 couverts à table, puis je me souvenais. Chaque geste quotidien était une torture, un rappel constant que l'homme avec qui j'avais partagé plus d'un demi-siècle n'était plus là. Je pleurais souvent, seule dans le salon, en regardant nos photos de mariage, nos voyages en Italie, en Grèce, au Portugal.
Tous ces souvenirs qui maintenant me brûlaient le cœur. Heureusement, mes enfants venaient me voir. Sophie passait le lundi après-midi, Marc le mercredi soir, Juliette le week-end. Ils m'apportaient des plats préparés, vérifiaient que j'allais bien, discutaient avec moi. Je me raccrochais à ces visites comme un naufragé à une bouée. C'était ma seule lumière dans ces journées sombres. Je comptais les heures jusqu'à leur prochaine visite. Je préparais des gâteaux, du thé, j'arrangeais la maison pour les accueillir dignement. J'attendais désespérément ces moments où je pouvais entendre leur voix, sentir leur présence, me rappeler que j'étais encore une mère, encore importante pour quelqu'un. Puis, 2 mois après la mort d'Henri, Sophie est venue me voir avec une proposition. Nous étions assises dans le salon, je venais de lui servir une tasse de thé Earl Grey, son préféré. Elle a posé sa tasse, a pris une grande inspiration, et m'a dit qu'elle et son mari voulaient acheter une maison plus grande à Neuilly-sur-Seine pour leurs enfants. Leurs 2 adolescents grandissaient et avaient besoin de plus d'espace. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas l'apport nécessaire pour obtenir un bon crédit. Elle m'a demandé si je pouvais leur prêter 200 000 €. Elle m'a assuré qu'ils me rembourseraient, bien sûr, avec un petit intérêt même. C'était juste un prêt familial, temporaire. J'ai hésité. 200 000 €, ce n'était pas rien. Mais c'était ma fille, mon premier enfant, celle que j'avais portée dans mon ventre, à qui j'avais donné la vie. Comment pouvais-je lui refuser ? Elle avait l'air si désespérée, si stressée. Elle m'a expliqué que ses enfants souffraient dans leur appartement actuel, qu'ils n'avaient pas assez d'intimité, que cela affectait leurs études. Elle m'a dit qu'en tant que grand-mère, je comprendrais certainement l'importance de leur bien-être. J'ai fini par accepter. J'ai signé un chèque de 200 000 €, et Sophie est partie avec un grand sourire, me serrant fort dans ses bras, me disant combien elle m'aimait, combien j'étais la meilleure mère du monde. 2 semaines plus tard, c'était au tour de Marc. Il est arrivé un mercredi soir, plus tard que d'habitude, l'air préoccupé. Sa start-up dans le digital traversait une période difficile. Il avait besoin d'injecter rapidement 150 000 € pour ne pas perdre un contrat important qui aurait pu sauver son entreprise. Ses investisseurs s'étaient retirés au dernier moment, et les banques refusaient de lui prêter sans garantie supplémentaire. Il m'a regardé avec ses yeux que je connaissais depuis son enfance, ses yeux qui me suppliaient quand il voulait quelque chose. « Maman, j'ai besoin de toi. » Papa aurait compris, il était entrepreneur lui aussi à sa manière. « S'il te plaît, ne me laisse pas tout perdre. » Comment voulez-vous qu'une mère résiste à cela ? J'ai signé un autre chèque. 150 000 €. Marc m'a promis qu'il me rembourserait dès que son entreprise repartirait. Il m'a même fait un papier, une reconnaissance de dette manuscrite. Je l'ai rangé dans un tiroir sans vraiment y penser. C'était mon fils. Je lui faisais confiance. Juliette a été la dernière. Un samedi après-midi de mars, alors que nous prenions le thé dans la cuisine, elle m'a annoncé qu'elle et son compagnon voulaient acheter un appartement ensemble. Ils en avaient trouvé un magnifique dans le Marais, avec 2 chambres, parfait pour fonder une famille. Mais eux aussi avaient besoin d'un coup de pouce pour l'apport. 120 000 €. Elle m'a expliqué que c'était maintenant ou jamais, que le marché immobilier parisien était impitoyable, qu'à son âge elle devait absolument devenir propriétaire si elle voulait avoir une retraite décente plus tard. Elle m'a rappelé que j'avais aidé ses frères et sœurs, et qu'elle méritait la même chance. Ce serait injuste de la traiter différemment, non, je commençais à m'inquiéter. En 3 mois, j'avais donné 470 000 €. Presque la moitié de mes économies. Mais je me consolais en me disant que c'était pour mes enfants, pour leur bonheur, pour leur avenir. N'est-ce pas ce que font les parents ? N'est-ce pas notre rôle de les aider, même quand ils sont adultes ? Laissez un commentaire, je suis jusqu'à présent, si vous voulez connaître la suite de cette histoire, les mois ont passé. J'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les visites de mes enfants sont devenues moins fréquentes. Sophie, qui venait chaque lundi, a commencé à annuler régulièrement. Elle était occupée avec les travaux de sa nouvelle maison, elle devait gérer les déménageurs, les artisans, les décorateurs. Marc aussi était débordé par son entreprise qui, apparemment, n'allait pas mieux malgré mon injection de fonds. Juliette avait ses propres soucis avec l'achat de son appartement, les notaires, les banques, l'emménagement. Je comprenais, bien sûr. Ils avaient leur vie, leurs projets.
Mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un vide de plus en plus grand. J'ai commencé à les appeler plus souvent. Je téléphonais à Sophie presque tous les jours, juste pour entendre sa voix, pour savoir comment elle allait, comment allaient mes petits-enfants. Au début, elle répondait, mais progressivement, elle a commencé à ignorer mes appels ou à me rappeler brièvement, toujours pressée, toujours entre deux choses. Marc ne répondait presque jamais. Je tombais sur sa messagerie et je laissais des messages qu'il ne me rendait pas. Juliette était un peu plus présente, mais même elle semblait distante, préoccupée, moins chaleureuse qu'avant. Un jour de juin, 6 mois après avoir donné cet argent, je me suis réveillée avec une douleur dans la poitrine. Ce n'était pas physique, c'était autre chose. C'était la réalisation brutale que quelque chose avait changé. Mes enfants, ceux que j'avais aimés inconditionnellement depuis le jour de leur naissance, ceux pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter, semblaient m'avoir oublié. J'étais devenue un fardeau, une vieille femme encombrante qui réclamait de l'attention alors qu'ils avaient des choses plus importantes à faire. Je me suis mise à analyser chaque conversation, chaque visite depuis la mort d'Henri. Et j'ai vu un schéma se dessiner, aussi clair que douloureux. Avant que je leur donne l'argent, ils étaient attentifs, présents, affectueux. Après, ils s'étaient éloignés progressivement. Était-ce une coïncidence? Ou était-ce que tout ce qu'ils voulaient, c'était leur part d'héritage? Non, je refusais de croire cela. Je chassais ces pensées terribles de mon esprit. C'étaient mes enfants. Ils m'aimaient. Ils étaient juste occupés, c'est tout. La vie est compliquée quand on a 40 ans, une famille, une carrière. Je devais être compréhensive, patiente. Ils reviendraient vers moi quand les choses se calmeraient. Mais les choses ne se sont jamais calmées. Les semaines sont devenues des mois. L'été est arrivé, puis l'automne. Mes appels restaient sans réponse. Mes messages étaient ignorés. Quand je parvenais enfin à avoir l'un d'eux au téléphone, la conversation durait à peine 5 minutes. Ils avaient toujours une excuse, toujours quelque chose de plus urgent à faire. Je passais mes journées seule dans cet appartement qui me semblait maintenant immense et vide. Je regardais par la fenêtre les Parisiens qui passaient dans la rue, occupés, joyeux, vivants. Et moi, j'étais comme un fantôme, invisible, oublié. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer ce que je n'osais pas nommer à l'époque, mais que je reconnais maintenant comme une dépendance émotionnelle. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur s'emballait. J'espérais désespérément que ce soit l'un de mes enfants. Et quand ce n'était qu'un démarcheur ou un faux numéro, je m'effondrais. Je vivais uniquement pour ces rares moments où j'avais de leurs nouvelles. Tout le reste de ma vie n'avait plus de sens. Je ne sortais presque plus, je ne voyais plus mes quelques amis qui étaient encore en vie. Je restais à la maison, près du téléphone, attendant qu'il daigne m'appeler. Ma santé a commencé à se détériorer. Je dormais mal, je mangeais à peine. J'ai perdu presque 10 kilos en quelques mois. Mon médecin, le docteur Moreau que je voyais depuis 30 ans, s'est inquiété. Il m'a prescrit des antidépresseurs, des somnifères. Il m'a suggéré de voir un psychologue. Je refusais. Je n'étais pas folle. J'étais juste une mère qui aimait ses enfants et qui souffrait de leur absence. C'était normal, non, un soir de novembre, presque un an jour pour jour après la mort d'Henri, j'ai fait quelque chose dont je n'étais pas fière. J'étais tellement désespérée d'avoir des nouvelles de Sophie que je suis allée sur Facebook, sur son profil public. Je ne maîtrisais pas bien les réseaux sociaux, mais j'avais appris à naviguer un peu. Et là, j'ai vu des photos. Des photos de Sophie et sa famille dans leur nouvelle maison à Neuilly. Une magnifique villa avec jardin, piscine, véranda. Ils souriaient, ils avaient l'air heureux. Il y avait des photos de fêtes, de dîners avec des amis, de vacances aux Maldives. Ma fille vivait sa meilleure vie, et elle ne trouvait pas 5 minutes pour appeler sa mère. J'ai pleuré toute la nuit. Je me suis sentie tellement stupide, tellement utilisée. Mon argent, l'argent qu'Henri avait mis toute une vie à économiser pour me protéger, avait servi à acheter cette villa, ces vacances de rêve, ce bonheur dont j'étais exclue. J'étais la banque familiale, rien de plus. Le lendemain, j'ai décidé de me rendre chez Sophie sans prévenir. J'ai pris le métro, puis le bus. Le trajet m'a épuisée, je n'avais plus l'habitude de sortir. Quand je suis arrivée devant sa nouvelle maison, j'ai été saisie par sa beauté. C'était encore plus impressionnant qu'en photo. J'ai sonné à la porte.
Une jeune femme que je ne connaissais pas a ouvert. La femme de ménage, probablement. Elle m'a regardée avec méfiance. J'ai expliqué que j'étais la mère de Sophie. Elle a semblé embarrassée et est allée chercher ma fille. Sophie est apparue quelques minutes plus tard. Elle avait l'air contrariée, presque agacée. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais dû m'appeler avant de venir. J'ai des invités cet après-midi, je n'ai pas le temps. Je suis restée sans voix. Ma propre fille me reprochait de venir la voir sans rendez-vous. Comme si j'étais une étrangère, une importune. Je lui ai dit que j'avais essayé de l'appeler pendant des semaines sans succès. Elle a soupiré. Maman, je suis débordée. Tu ne peux pas comprendre à quel point ma vie est compliquée en ce moment. Mais je te promets que je viendrai te voir bientôt. Maintenant, il faut vraiment que tu partes. Elle m'a raccompagnée jusqu'à la grille comme on raccompagne un démarcheur dont on veut se débarrasser. Elle ne m'a même pas embrassée. Elle a juste refermé la grille derrière moi et est rentrée dans sa belle maison, me laissant planter sur le trottoir, humiliée, brisée. Sur le chemin du retour, j'ai décidé de ne plus appeler mes enfants. S'ils voulaient de mes nouvelles, c'était à eux de venir vers moi. Je ne serais plus cette mère pathétique qui mendie l'attention de ses enfants. J'avais encore ma dignité. Les semaines ont passé. Aucun d'eux n'a appelé. Noël approchait. C'était notre première fête sans Henri, et j'espérais naïvement que nous la passerions tous ensemble, en famille, pour nous soutenir mutuellement dans cette épreuve. J'ai envoyé un message dans notre groupe familial sur WhatsApp, proposant d'organiser le réveillon chez moi, comme nous le faisions toujours. J'ai attendu des réponses. Sophie a été la première à répondre. Elle m'a expliqué qu'elle et sa famille passaient Noël au sport d'hiver, à Courchevel. Ils avaient réservé depuis des mois. Marc a dit qu'il partait à Dubaï avec sa nouvelle petite amie. Juliette avait prévu d'aller chez les parents de son compagnon en Bretagne. En résumé, personne ne serait là. Personne ne voulait passer Noël avec moi. J'ai passé le réveillon seul. Complètement seul. J'ai dressé la table comme si nous étions nombreux, par habitude. J'ai cuisiné un repas pour 6 personnes que je n'ai pas mangé. J'ai regardé la place vide d'Henri, puis les autres places vides où auraient dû être mes enfants. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. J'ai pleuré sur mon mariage, sur ma vie, sur ces enfants que j'avais aimés plus que tout et qui m'avaient abandonné. Je me suis sentie comme la personne la plus seule au monde. C'est cette nuit-là, dans le silence de mon appartement vide, avec pour seule compagnie les lumières de Paris qui scintillaient par la fenêtre, que j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Je devais savoir. Je devais comprendre. Était-ce vraiment l'argent? M'avait-il manipulé? Ou étais-je en train de devenir paranoïaque, de voir des complots là où il n'y avait que des coïncidences malheureuses? Si vous voulez savoir ce que Marguerite a découvert, mettez un like maintenant. En janvier, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois, le notaire qui avait lu le testament d'Henri. Je voulais comprendre exactement quelle était ma situation financière, quels étaient mes droits, et surtout, je voulais savoir si mes enfants avaient le droit de me réclamer quoi que ce soit. Le notaire m'a reçu dans son bureau feutré, avec ses bibliothèques remplies de livres de droit et son odeur de vieux papier et de cuir. Il a sorti mon dossier et nous avons fait le point. Après les sommes que j'avais données à mes enfants, il me restait environ 730 000 € d'économie, plus l'appartement et le chalet dont j'avais l'usufruit. Je n'étais pas pauvre, loin de là, mais j'avais considérablement entamé le capital qu'Henri avait constitué pour me protéger. Maître Dubois m'a expliqué que tant que j'étais en vie, l'argent m'appartenait et je pouvais en disposer comme je le souhaitais. Mais il m'a mis en garde. Si je continuais à donner des sommes importantes à mes enfants, je risquais de me retrouver en difficulté si je devais aller en maison de retraite ou si j'avais besoin de soins coûteux. Puis il m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Avez-vous établi des reconnaissances de dettes pour ces sommes? Avez-vous formalisé ces prêts? J'ai répondu que Marc m'avait fait un papier manuscrit, mais que pour Sophie et Juliette, nous n'avions rien signé. C'était juste de l'argent donné de mère à enfant. Le notaire a secoué la tête. Madame Beaumont, sans reconnaissance de dette formelle, cet argent est considéré comme des donations. Et les donations sont déduites de la part d'héritage lors de votre décès. Mais vos enfants peuvent aussi considérer que c'est de l'argent définitivement donné, qu'ils n'ont pas à rembourser. Ils n'ont pas à rembourser.
Ces mots ont résonné dans ma tête comme une sentence. Bien sûr qu'il devait me rembourser. Nous avions parlé de prêt, de remboursement, d'intérêt même. Mais nous n'avions rien signé. J'avais fait confiance. C'étaient mes enfants, pourquoi aurais-je eu besoin de papiers officiels? Le notaire m'a suggéré de contacter mes enfants pour clarifier la situation, établir des échéanciers de remboursement, formaliser les prêts. Il m'a dit que ce n'était pas agréable, mais que c'était nécessaire pour ma protection. J'ai quitté son bureau avec une boule dans le ventre. J'allais devoir parler d'argent avec mes enfants. J'allais devoir leur demander de me rembourser. Comment allaient-ils réagir? J'ai commencé par Sophie, l'aînée. Je l'ai appelée un lundi matin. Pour une fois, elle a décroché. Je lui ai expliqué calmement que j'avais vu le notaire, que je m'inquiétais pour mes finances, et que nous devions discuter du remboursement des 200 000 € que je lui avais prêtés. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis Sophie a éclaté. « Maman, comment peux-tu me parler d'argent? Comment peux-tu être aussi vénale? Tu m'as donné cet argent, tu ne m'as jamais parlé de prêt. Et maintenant tu me réclames? Tu sais très bien que nous avons investi tout cet argent dans la maison, on ne peut pas te rembourser comme ça, du jour au lendemain. Je suis choquée, vraiment. Papa serait déçu de voir à quel point tu es devenu égoïste depuis sa mort. J'étais abasourdie. Elle inversait les rôles. C'était moi l'égoïste? Moi qui avais donné la moitié de mes économies? J'ai essayé de lui rappeler qu'elle m'avait elle-même dit que c'était un prêt, qu'elle me rembourserait. Elle a nié. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de ça, que j'inventais, que peut-être ma mémoire me jouait des tours, que je devrais consulter un médecin. Elle a raccroché en me laissant tremblante, les larmes aux yeux. Marc a été encore pire. Quand je lui ai parlé de remboursement, il est devenu agressif. Son entreprise avait fait faillite malgré mon injection de fonds. Il avait tout perdu, et maintenant je lui réclamais de l'argent? Comment était-il censé me rembourser alors qu'il était lui-même endetté? Il a ajouté que de toute façon, cet argent lui revenait puisqu'il était héritier. Que je devais arrêter de m'accrocher à cet argent comme une vieille avare. Qu'il avait d'autres soucis plus importants que les caprices financiers de sa mère. Juliette a été légèrement plus diplomate, mais le résultat était le même. Elle m'a expliqué qu'elle et son compagnon remboursaient déjà leur crédit immobilier, qu'ils n'avaient pas de marge financière pour me rembourser. Elle a suggéré qu'on en reparle plus tard, dans quelques années peut-être. Elle a ajouté, presque en passant, que je vivais dans un grand appartement toute seule, que je pourrais peut-être le vendre et m'installer dans quelque chose de plus petit, ce qui me permettrait d'avoir plus de liquidité. En d'autres termes, je devais vendre le foyer que j'avais construit avec Henri pendant 50 ans pour compenser l'argent que mes enfants ne voulaient pas me rendre. Imaginez-vous à ma place. Imaginez que vous ayez donné naissance à 3 enfants, que vous les ayez élevés avec amour, que vous ayez sacrifié vos propres ambitions pour les soutenir, et qu'au moment où vous avez besoin d'eux, non seulement ils vous abandonnent, mais en plus ils vous traitent d'égoïstes quand vous leur demandez de tenir leurs promesses. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous? Moi, je me suis sentie mourir. Pas physiquement, mais intérieurement. Quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là. J'ai réalisé que les enfants que j'aimais n'existaient peut-être que dans mon imagination. Les vrais Sophie, Marc et Juliette étaient des étrangers, des gens capables de manipuler leur propre mère pour de l'argent, puis de la jeter comme un mouchoir usagé une fois qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Les mois suivants ont été un enfer. Je ne dormais plus. Je rejouais constamment dans ma tête toutes les conversations, tous les moments passés avec mes enfants, cherchant des signes que j'aurais dû voir, des indices de leur véritable nature. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Henri l'avait-il su? Avait-il deviné que nos enfants n'étaient pas ceux que nous pensions? J'ai fini par accepter la suggestion de mon médecin et j'ai commencé à voir une psychologue, Madame Lefebvre. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, au regard doux mais pénétrant. Au début, je ne savais pas par où commencer. Puis les mots sont sortis, comme un torrent. Je lui ai raconté tout. Ma vie avec Henri, la mort, l'argent, les promesses, l'abandon, les accusations. Elle m'a écouté patiemment, sans m'interrompre, sans me juger. Quand j'ai eu fini, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Madame Beaumont, vous n'êtes pas responsable des choix de vos enfants. Vous avez été une mère aimante, peut-être trop aimante.
Ce que vous décrivez s'appelle de la dépendance émotionnelle. Vous avez construit votre identité entière autour de votre rôle de mère et d'épouse. Maintenant qu'Henri est parti et que vos enfants sont adultes, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous avez besoin de leur validation pour vous sentir vivante, pour vous sentir utile. Et ils l'ont compris, consciemment ou non, et ils en ont profité. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Une gifle nécessaire. Elle avait raison. Toute ma vie, j'avais été définie par mes relations aux autres. Fille de mes parents, puis épouse d'Henri, puis mère de Sophie, Marc et Juliette. Mais qui était Marguerite? Qui étais-je vraiment, en dehors de ces rôles? Je n'en avais aucune idée. Et c'était terrifiant. Madame Lefebvre m'a aidé à comprendre les mécanismes psychologiques en jeu. Elle m'a expliqué que certains enfants, même adultes, développent une relation toxique avec leurs parents, surtout quand l'argent entre en jeu. Ils voient leurs parents comme une source de ressources plutôt que comme des êtres humains avec leurs propres besoins. Elle m'a parlé de manipulation émotionnelle, de culpabilisation, de toutes ces techniques que mes enfants, peut-être sans même s'en rendre compte, avaient utilisées contre moi. Mais le plus difficile a été quand elle m'a dit que je devais apprendre à me détacher émotionnellement. Que je devais accepter que mes enfants n'étaient pas les personnes que je croyais, et que je devais reconstruire ma vie sans eux. Sans leur approbation, sans leur amour conditionnel. Que je devais apprendre à m'aimer moi-même, à me suffire à moi-même. C'était plus facile à dire qu'à faire. Pendant des mois, j'ai lutté. Certains jours, j'avais envie de les appeler, de leur pardonner tout, juste pour entendre leur voix. D'autres jours, j'étais tellement en colère que j'envisageais de les déshériter complètement, de tout donner à des œuvres de charité. Je passais d'un extrême à l'autre, incapable de trouver un équilibre. Un matin d'avril, presque 2 ans après la mort d'Henri, j'ai reçu un appel de Sophie. Mon cœur s'est emballé. Peut-être avait-elle réfléchi. Peut-être venait-elle s'excuser. Peut-être que tout n'était pas perdu. J'ai décroché avec espoir. Mais cet espoir a été rapidement anéanti. Sophie m'appelait pour m'annoncer qu'elle était enceinte de son 3e enfant. Et elle voulait savoir si je pouvais l'aider financièrement à agrandir encore sa maison pour accueillir ce nouveau bébé. Elle parlait comme si notre dernière conversation n'avait jamais eu lieu, comme si tout était normal entre nous. J'ai senti quelque chose se déclencher en moi. Une clarté soudaine. Une lucidité que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit non. Un simple non, ferme et définitif. Sophie a paru surprise. Elle a essayé d'argumenter, de me culpabiliser, de me rappeler que j'étais grand-mère, que les grands-parents aidaient leurs petits-enfants. Mais cette fois, j'ai tenu bon. J'ai répété que non, je ne donnerai plus d'argent. Que j'avais déjà donné suffisamment, et que maintenant, elle devait se débrouiller seule. Elle s'est mise en colère. Elle m'a dit que j'étais cruelle, que je ne pensais qu'à moi, que papa aurait eu honte de moi. Cette dernière remarque m'a fait mal, mais je n'ai pas cédé. J'ai répondu calmement que papa aurait surtout été déçu de voir comment elle traitait sa mère. Puis j'ai raccroché. J'ai tremblé pendant 1 heure après cet appel. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose d'étrange. Une sorte de soulagement. De libération. J'avais dit non. J'avais posé une limite. Et le monde ne s'était pas écroulé. Les semaines suivantes, ni Marc ni Juliette ne m'ont contacté. Je suppose que Sophie leur avait raconté ce qui s'était passé. J'étais officiellement devenue la méchante mère égoïste qui refusait d'aider ses propres enfants. Mais cette fois, ça ne me dérangeait plus autant. Je commençais à accepter que leur opinion de moi n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ma propre opinion de moi-même. Avec l'aide de Madame Lefebvre, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Petit à petit, pierre par pierre. Je me suis inscrite à des cours de peinture dans une association du quartier. Je n'avais jamais peint de ma vie, mais j'ai découvert que j'aimais ça. Le contact du pinceau sur la toile, les couleurs qui se mélangeaient, la liberté de créer quelque chose de nouveau. C'était thérapeutique. J'ai aussi rejoint un club de lecture. 1 fois par mois, nous nous retrouvions dans une librairie du 7e arrondissement pour discuter du livre que nous avions lu. C'était la première fois depuis des années que j'avais des conversations intellectuelles, stimulantes, avec d'autres femmes de mon âge qui, comme moi, avaient vécu, souffert, et cherchaient maintenant à donner un nouveau sens à leur existence. J'ai recommencé à sortir, à me promener dans Paris,
Cette ville magnifique que j'avais habitée toute ma vie mais que je n'avais plus vraiment regardée depuis des années. Je redécouvrais les petites rues du Marais, les quais de Seine, les jardins du Luxembourg. Je m'asseyais sur un banc avec un livre et je passais des heures à observer les gens. Les touristes qui prenaient des photos, les jeunes couples amoureux, les familles avec leurs enfants. La vie continuait, et j'en faisais à nouveau partie. Ma santé s'est améliorée. J'ai repris du poids. J'ai recommencé à bien dormir. Le docteur Moreau était impressionné par mes progrès. Il a diminué progressivement mes antidépresseurs. Il m'a dit que j'étais un exemple de résilience, que beaucoup de personnes de mon âge ne se remettaient jamais d'une telle trahison familiale, mais que moi, j'avais trouvé la force de me reconstruire. Mais je ne vais pas vous mentir. Ce n'était pas facile tous les jours. Il y avait encore des moments où je pleurais, des nuits où je me réveillais en sursaut, le cœur battant, après avoir rêvé de mes enfants quand ils étaient petits, innocents, aimants. Il y avait des moments où je voyais une grand-mère avec ses petits-enfants dans un parc et je ressentais une douleur physique dans la poitrine, en réalisant que je ne verrais probablement jamais grandir le troisième enfant de Sophie, que je ne connaîtrais probablement jamais les enfants que Marc ou Juliette pourraient avoir un jour. Le deuil d'un être cher est terrible, mais le deuil de ses enfants vivants est peut-être pire. Parce qu'ils sont là, quelque part dans cette même ville, à seulement quelques stations de métro, mais aussi inaccessibles que s'ils étaient sur une autre planète. Parce qu'on se demande constamment ce qu'ils font, comment ils vont, s'ils pensent parfois à nous. Parce qu'on espère toujours, malgré tout, qu'un jour le téléphone sonnera et que ce sera eux, avec de vraies excuses, avec un vrai remords. Mettez un like si vous pensez que Marguerite a eu raison de dire non. L'été de cette année-là, j'ai pris une décision importante. J'ai décidé d'aller passer 2 semaines dans notre chalet de Megève. Je n'y étais pas retournée depuis la mort d'Henri. J'avais trop peur des souvenirs, de la nostalgie. Mais Madame Lefebvre m'a encouragée à affronter ce lieu, à me réapproprier ces espaces qui avaient appartenu à ma vie de couple. Le chalet était exactement comme nous l'avions laissé. Les meubles en bois sombre, la grande cheminée en pierre, les fenêtres qui donnaient sur les montagnes. En entrant, j'ai senti l'odeur familière du bois et de la résine. J'ai posé ma valise et je me suis assise sur le canapé où Henri et moi avions passé tant de soirées, blottis l'un contre l'autre, à regarder les flammes danser dans la cheminée. J'ai pleuré, bien sûr. Mais c'étaient des larmes différentes. Des larmes de nostalgie plutôt que de désespoir. Des larmes qui lavaient les blessures plutôt que de les rouvrir. Et après avoir pleuré, je me suis sentie apaisée. J'ai compris que Henri serait toujours avec moi, dans mon cœur, dans mes souvenirs. Que personne ne pouvait m'enlever ça. Pas même mes enfants. Pendant ces 2 semaines, j'ai randonné dans les montagnes. Pas des randonnées difficiles, je n'avais plus 20 ans, mais des promenades douces sur les sentiers balisés. J'ai respiré l'air pur, j'ai écouté le silence des sommets, j'ai regardé les aigles planer dans le ciel. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la paix. Une paix profonde qui venait de l'intérieur. Un après-midi, alors que j'étais assise sur un rocher, contemplant la vallée en contrebas, j'ai pris une décision. J'allais leur pardonner. Pas pour eux, mais pour moi. Parce que porter cette colère, cette rancune, cette douleur, c'était comme porter un sac de pierre sur mon dos chaque jour. Et j'étais fatiguée. Tellement fatiguée. Pardonner ne signifiait pas oublier. Ne signifiait pas accepter ce qu'ils avaient fait. Ne signifiait pas les laisser revenir dans ma vie pour me blesser à nouveau. Pardonner signifiait simplement lâcher prise, arrêter de leur donner du pouvoir sur mes émotions, sur ma vie. Pardonner signifiait choisir ma propre liberté plutôt que rester prisonnière de leur trahison. Quand je suis rentrée à Paris en septembre, j'étais une femme différente. Plus forte, plus sereine, plus ancrée en moi-même. J'ai continué mes activités, mes cours de peinture, mon club de lecture. J'ai même commencé à faire du bénévolat dans une association qui aidait les personnes âgées isolées. C'était ironique, en quelque sorte. Moi qui avais été une personne âgée isolée, j'aidais maintenant d'autres personnes dans la même situation. Et en les aidant, je me guérissais moi-même. J'ai rencontré une femme extraordinaire dans cette association. Elle s'appelait Claudine, elle avait 80 ans, et elle était veuve depuis 15 ans. Ses enfants vivaient à l'étranger et ne venaient la voir qu'une fois par an. Mais contrairement à moi, elle n'en souffrait pas. Elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément marquée. Marguerite, nos enfants ne nous appartiennent pas.
Nous sommes juste les gardiennes de leur enfance. Une fois qu'ils sont adultes, ils ont leur propre vie, leurs propres choix. Certains restent proches, d'autres s'éloignent. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste la vie. Notre tâche, en tant que mère, est de les laisser partir. Et notre tâche, en tant que femme, est de continuer à vivre pleinement, avec ou sans eux. Ces mots ont résonné en moi pendant des jours. Peut-être que j'avais trop attendu de mes enfants. Peut-être que je les avais étouffés avec mon amour, avec mes attentes. Peut-être qu'une partie de leur éloignement venait de ce besoin étouffant que j'avais d'eux. Bien sûr, cela n'excusait pas leur comportement, leur manipulation, leur cruauté. Mais cela m'aidait à comprendre la complexité des relations humaines, même au sein d'une famille. L'automne a passé, puis l'hiver. Noël approchait à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas fait d'illusions. Je savais que mes enfants ne viendraient pas. Et j'ai décidé de ne pas rester seule. J'ai organisé un réveillon avec Claudine et quelques autres personnes du club de lecture et de l'association de bénévolat. Nous étions 6, tous dans la même situation, des personnes seules pour différentes raisons, qui avaient décidé de créer leur propre famille, une famille choisie plutôt que subie. Nous avons passé une soirée merveilleuse. Nous avons ri, chanté, partagé nos histoires. Nous avons levé nos verres à la vie, à l'amitié, à la solidarité. Et pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'ai passé un réveillon heureux. Vraiment heureux. Sans arrière-pensée, sans tristesse, sans cette sensation de vide qui m'avait accompagnée pendant 2 ans. En février, 3 ans après la mort d'Henri, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre, manuscrite, envoyée par la poste. C'était de Juliette. Mon cœur s'est mis à battre plus vite quand j'ai reconnu son écriture. J'ai hésité à l'ouvrir. Avais-je vraiment envie de rouvrir cette porte ? Avais-je la force de faire face à ce que cette lettre pourrait contenir ? Finalement, je l'ai ouverte. Juliette m'écrivait qu'elle était désolée. Qu'elle avait beaucoup réfléchi ces derniers mois. Que son compagnon et elle avaient rompu, et que cette rupture lui avait fait réaliser beaucoup de choses sur ses priorités, sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Elle reconnaissait qu'elle m'avait maltraitée, qu'elle avait été égoïste, qu'elle regrettait profondément. Elle ne me demandait pas de lui pardonner, elle disait simplement qu'elle voulait que je sache qu'elle avait pris conscience de ses erreurs. Elle terminait en disant qu'elle comprenait si je ne voulais plus avoir de contact avec elle, mais que si jamais je changeais d'avis, elle serait là. J'ai relu cette lettre plusieurs fois. Était-elle sincère ? Était-ce une nouvelle manipulation ? Ou était-ce vraiment un moment de lucidité, une vraie prise de conscience ? Je ne savais pas quoi penser. J'en ai parlé à Madame Lefebvre lors de notre séance suivante. Elle m'a posé une question simple. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que votre cœur vous dit ? Au fond de moi, malgré tout ce qui s'était passé, malgré la douleur, malgré la trahison, il y avait encore un petit bout de moi qui aimait Juliette. C'était ma fille. Je l'avais portée, je l'avais vue faire ses premiers pas, dire ses premiers mots. Ce lien ne disparaît jamais complètement, aussi abîmé soit-il. Mais j'avais aussi appris à me protéger. J'avais appris que l'amour ne suffisait pas, qu'il fallait aussi du respect, de la réciprocité, des limites claires. Alors j'ai décidé de répondre à Juliette, mais prudemment. Je lui ai écrit une lettre en retour. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que des excuses ne suffisaient pas. Que la confiance se reconstruisait lentement, par des actes et non par des mots. Que si elle voulait vraiment réparer notre relation, il faudrait du temps, de la patience, et surtout, qu'elle respecte mes limites. Je lui ai aussi dit très clairement que je ne donnerais plus jamais d'argent, ni à elle ni à ses frères et sœurs. Que si elle voulait me revoir, ce devait être pour moi, pour notre relation, et non pour ce que je pouvais lui apporter matériellement. J'ai posté cette lettre et j'ai attendu. Juliette a répondu 2 semaines plus tard. Elle acceptait mes conditions. Elle proposait qu'on se voie pour un café, sans pression, juste pour discuter. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café du quartier latin, un après-midi de mars. C'était étrange de la revoir après plus d'1 an. Elle avait maigri, elle paraissait fatiguée, moins sûre d'elle qu'avant. Nous avons commandé nos cafés et nous sommes restés silencieux un moment, ne sachant pas par où commencer. C'est elle qui a parlé en premier. Elle m'a raconté sa rupture, sa solitude,
Comment elle avait réalisé qu'elle reproduisait avec son compagnon les mêmes schémas toxiques qu'elle avait développés dans sa relation avec moi? Comment elle s'était rendue compte qu'elle avait toujours considéré les gens comme des ressources plutôt que comme des êtres humains? Comment elle était honteuse de la personne qu'elle était devenue. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Puis je lui ai parlé, moi aussi. Je lui ai dit combien j'avais souffert, combien je m'étais sentie trahie, abandonnée. Je lui ai expliqué le travail thérapeutique que j'avais fait, comment j'avais dû me reconstruire complètement. Je ne lui ai pas caché ma douleur, mais je n'ai pas non plus cherché à la culpabiliser excessivement. J'ai simplement été honnête. À la fin de cette conversation, nous avons décidé de nous revoir, lentement, progressivement. Pas pour revenir à ce que nous étions avant, car c'était impossible et malsain, mais pour construire quelque chose de nouveau, une relation plus équilibrée, plus saine, entre deux adultes qui se respectent. Les mois suivants, Juliette et moi nous sommes vus régulièrement. Une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par semaine. Elle ne me demandait jamais rien. Elle venait juste me voir, prendre de mes nouvelles, me raconter sa vie. Elle s'intéressait à mes activités, à mes cours de peinture, à mon bénévolat. Pour la première fois, elle me voyait comme une personne à part entière, pas juste comme sa mère. Un jour, elle m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner vraiment. Je lui ai dit que je lui avais déjà pardonné, mais que pardonner ne signifiait pas oublier. Que les cicatrices étaient encore là et le seraient toujours. Mais que oui, nous pouvions construire quelque chose de nouveau malgré ces cicatrices. Sophie et Marc, eux, n'ont jamais cherché à renouer le contact. J'ai appris par Juliette que Sophie continuait sa vie dorée à Neuilly, et que Marc avait monté une nouvelle entreprise qui, cette fois, semblait marcher. Ils savaient par Juliette que j'allais bien, mais ils n'ont jamais fait le moindre geste vers moi. Au début, cela me faisait encore mal. Puis, progressivement, j'ai accepté. Certaines relations sont perdues pour toujours, et c'est peut-être mieux ainsi. Si cette histoire vous touche, montrez votre soutien avec un like. 1 an après avoir renoué avec Juliette, j'ai pris une autre décision importante. J'ai décidé de vendre le chalet de Megève. Ce lieu était magnifique, chargé de souvenirs, mais je n'y allais qu'1 fois par an. Et surtout, en le vendant, je me constituais un capital que je pourrais utiliser comme bon me semble, sans avoir à me soucier de ce que mes enfants en penseraient. Le chalet s'est vendu rapidement et à un bon prix. 450 000 €. Avec cet argent, j'ai fait quelque chose dont je rêvais secrètement depuis des années mais que je n'avais jamais osé faire. J'ai voyagé. J'ai commencé par l'Italie, ce pays qu'Henri et moi aimions tant. Rome, Florence, Venise. Puis la Grèce, ces îles blanches et bleues qui brillent sous le soleil. Puis l'Espagne, le Portugal. J'y voyageais seul, mais je ne me sentais pas seul. Je rencontrais d'autres voyageurs, je me faisais des amis temporaires, je découvrais des cultures, des cuisines, des paysages. Je me sentais vivante. Vraiment vivante. À 75 ans, j'ai eu l'impression de découvrir le monde pour la première fois. Avec le reste de l'argent de la vente, j'ai fait un testament clair et précis chez Maître Dubois. J'ai légué mon appartement à Juliette, puisqu'elle était la seule qui avait fait l'effort de réparer notre relation. Pour Sophie et Marc, j'ai prévu des legs plus modestes, 50 000 € chacun, suffisant pour montrer que je ne les avais pas oubliés, mais loin de ce qu'ils auraient reçu s'ils m'avaient traité avec respect et amour. Le reste de mon patrimoine, j'ai décidé de le léguer à des associations qui aidaient les personnes âgées isolées et les femmes victimes de violences économiques familiales. En faisant ce testament, je me suis sentie libre. Pour la première fois de ma vie, j'agissais selon mes propres valeurs, mes propres choix, sans me soucier de ce que mes enfants penseraient ou diraient. C'était mon argent, le fruit du travail de toute une vie avec Henri, et j'avais le droit d'en disposer comme je le souhaitais. Maître Dubois m'a regardé avec un mélange de respect et de tristesse. Il avait vu beaucoup de familles se déchirer pour des questions d'héritage, mais il m'a dit qu'il trouvait mon choix courageux et juste. Il m'a aussi conseillé d'en parler à mes enfants de mon vivant, pour éviter les mauvaises surprises après ma mort. Mais j'ai refusé. Je n'avais pas à me justifier. Ils découvriraient le testament le moment venu. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. 5 ans se sont écoulés depuis la mort d'Henri. Je vis toujours dans notre appartement du 15e arrondissement. Je peins, je lis, je voyage, je fais du bénévolat. J'ai des amis, une vraie vie sociale. Je vois Juliette 1 fois par semaine, et notre relation,
bien qu'encore fragile par moments, est honnête et respectueuse. Je n'ai plus de contact avec Sophie et Marc, et j'ai fait mon deuil de la relation que je pensais avoir avec eux. Est-ce que j'ai des regrets? Oui, bien sûr. Je regrette d'avoir été si naïve. Je regrette d'avoir donné cet argent sans réfléchir, sans protéger mes intérêts. Je regrette d'avoir été si dépendante émotionnellement de l'approbation de mes enfants. Mais surtout, je regrette de ne pas avoir vu plus tôt qui ils étaient vraiment. Cela m'aurait évité beaucoup de souffrance. Mais j'ai aussi de la gratitude. Gratitude pour cette épreuve qui m'a forcée à me retrouver moi-même. Gratitude pour Madame Lefebvre qui m'a guidée dans ce processus de reconstruction. Gratitude pour Claudine et mes autres amis qui m'ont montré qu'on pouvait créer sa propre famille. Gratitude pour Juliette qui a eu le courage de remettre en question son comportement et de faire amende honorable. Et surtout, j'ai de la gratitude pour le pardon. Ce mot qui semblait impossible à prononcer il y a quelques années. Ce mot qui m'a libérée. Parce que pardonner, ce n'est pas excuser. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas se laisser piétiner à nouveau. Pardonner, c'est simplement refuser de laisser la colère et la rancune empoisonner ce qui nous reste de vie. Alors oui, aujourd'hui, je peux dire avec sincérité. Je leur pardonne. Je pardonne à Sophie son avidité et son mépris. Je pardonne à Marc sa manipulation et son indifférence. Je pardonne à Juliette ses erreurs passées, même si elle a su les reconnaître. Mais surtout, je me pardonne à moi-même. Je me pardonne d'avoir été trop généreuse, trop confiante, trop aimante peut-être. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous vous sentez trahi par ceux que vous aimez le plus, si vous vous demandez comment vous allez survivre à cette douleur, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous allez y arriver. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, où vous vous demanderez si la vie vaut encore la peine d'être vécue. Mais accrochez-vous. Cherchez de l'aide. Parlez à un professionnel. Entourez-vous de personnes qui vous respectent vraiment. Et surtout, apprenez à vous aimer vous-même. Pas l'amour conditionnel que vos enfants ou d'autres personnes pourraient vous donner, mais l'amour inconditionnel que vous pouvez vous donner à vous-même. Parce qu'au final, la seule personne qui sera toujours là pour vous, jusqu'à votre dernier souffle, c'est vous. Alors autant devenir votre meilleur ami. L'argent est une chose étrange. Il révèle le véritable caractère des gens. Henri le savait, c'est pour ça qu'il avait structuré son testament de manière à me protéger. Mais même lui n'aurait jamais imaginé que nos propres enfants, les êtres que nous avions créés et élevés avec tant d'amour, seraient capables de me traiter ainsi. Ou peut-être le savait-il, au fond. Peut-être avait-il vu des signes que j'avais refusé de voir, aveuglé par mon amour maternel. J'y repense souvent à une conversation que j'ai eue avec Henri, quelques mois avant sa mort. Nous étions au chalet, assis devant la cheminée. Il m'avait pris la main et m'avait dit : « Marguerite, promets-moi une chose. Quand je ne serai plus là, prends soin de toi d'abord. Ne te laisse pas dévorer par les autres, même si ce sont nos enfants. Tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit de vivre pour toi. » Sur le moment, je n'avais pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il divaguait à cause de la fatigue ou des médicaments. Mais maintenant, je comprends. Il savait. Il avait essayé de me prévenir, à sa manière. Les relations familiales sont complexes, remplies de non-dits, d'attentes implicites, de dynamiques de pouvoir. Dans notre société, on nous enseigne que la famille est sacrée, que le sang est plus épais que l'eau, que les parents doivent tout sacrifier pour leurs enfants. Mais on nous enseigne rarement que les enfants ont aussi des devoirs envers leurs parents. On nous enseigne rarement qu'il est acceptable de poser des limites, même avec sa propre famille. On nous enseigne rarement que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour. Si je pouvais revenir en arrière, que ferais-je différemment ? Probablement beaucoup de choses. J'aurais établi des reconnaissances de dettes formelles avant de prêter cet argent. J'aurais eu des conversations plus franches avec mes enfants sur mes attentes et mes besoins. J'aurais consulté un thérapeute plus tôt, avant que la situation ne devienne catastrophique. J'aurais écouté mon instinct quand il me disait que quelque chose n'allait pas, mais je ne peux pas revenir en arrière. Personne ne le peut. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprendre de nos erreurs, grandir à travers nos épreuves, et essayer de faire mieux pour le temps qu'il nous reste. Et c'est exactement ce que je fais. Chaque matin, je me réveille et je me pose une question simple. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être heureuse ?
Parfois, c'est aller au musée voir une exposition. Parfois, c'est passer l'après-midi à peindre. Parfois, c'est simplement rester chez moi avec un bon livre et une tasse de thé. Je n'attends plus le bonheur des autres. Je le crée moi-même. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Sophie par hasard dans la rue. C'était près du Bon Marché, dans le 7e arrondissement. Elle était avec ses 2 aînés, 2 adolescents que je reconnaissais à peine tant ils avaient grandi. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la surprise dans ses yeux, puis une sorte de gêne. Elle a hésité, ne sachant pas si elle devait m'approcher ou faire semblant de ne pas m'avoir vue. Finalement, elle s'est dirigée vers moi. Bonjour maman. Sa voix était étrange, à mi-chemin entre la politesse forcée et un reste d'affection. Bonjour Sophie. Je suis restée calme, posée. Comment vas-tu ? Nous avons échangé quelques banalités. Elle m'a présenté ses enfants qui m'ont regardé avec curiosité, probablement en se demandant qui était cette vieille dame que leur mère appelait maman. Elle m'a dit que le bébé allait bien, qu'elle avait eu une petite fille. Elle ne m'a pas proposé de venir la voir. Je ne lui ai rien demandé. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Tu as l'air bien, maman. Tu as l'air heureuse. Il y avait une note presque jalouse dans sa voix. Comme si mon bonheur la dérangeait, comme si elle s'attendait à me trouver brisée, diminuée, dépendante. Je lui ai souri et j'ai répondu simplement. Je vais bien, oui. Je vis ma vie. Nous nous sommes dit au revoir poliment, et chacune est repartie de son côté. Cette rencontre m'a fait réfléchir. Je pense que Sophie, et probablement Marc aussi, s'étaient construit une certaine image de moi dans leur tête. La mère éternellement disponible, éternellement généreuse, éternellement en attente de leur validation. En me voyant épanouie, indépendante, heureuse sans eux, j'avais détruit cette image. Et cela les dérangeait probablement plus que tout ce que j'aurais pu leur dire ou faire. Il y a un pouvoir étrange dans l'indifférence. Pas l'indifférence froide et cruelle, mais l'indifférence paisible qui vient quand on a vraiment lâché prise. Quand on ne cherche plus à prouver quelque chose, à obtenir quelque chose, à changer quelque chose. Quand on accepte simplement ce qui est et qu'on construit sa vie à partir de là. J'ai aussi appris quelque chose d'important sur la dépendance émotionnelle. Ce n'est pas seulement un besoin excessif de l'autre, c'est aussi une manière d'éviter de faire face à soi-même. Tant que je me concentrais sur mes enfants, sur leurs besoins, leurs problèmes, leur opinion de moi, je n'avais pas à me demander qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment, ce qui me rendait vraiment heureuse. Mes enfants étaient devenus une excuse pour ne pas vivre ma propre vie. Maintenant que je n'ai plus cette excuse, je suis forcée de me confronter à moi-même. Et c'est terrifiant, mais c'est aussi libérateur. J'ai découvert que j'aimais la solitude, pas la solitude subie que j'avais connue après la mort d'Henri, mais la solitude choisie, celle où on est seul avec soi-même sans se sentir seul. J'ai découvert que j'avais des opinions, des désirs, des rêves qui n'avaient rien à voir avec mon rôle de mère ou d'épouse. Par exemple, j'ai toujours rêvé d'écrire. Pas un grand roman, juste mes pensées, mes expériences, mes réflexions sur la vie. Mais je n'osais pas. Je me disais que c'était prétentieux, que personne ne serait intéressé par les élucubrations d'une vieille femme. Mais maintenant, je m'en fiche. J'ai commencé à tenir un journal. Pas un journal intime traditionnel, plutôt une collection de souvenirs, d'anecdotes, de leçons de vie. Peut-être qu'un jour je le publierai, peut-être pas. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin trouvé ma voie, ma propre voie, pas celle qu'on attendait de moi. Juliette m'a demandé un jour si je regrettais de lui avoir pardonné. C'était une question étrange, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Est-ce que le pardon ne revenait pas à cautionner ce qui s'était passé ? Est-ce que je n'aurais pas dû rester dans ma colère, dans mon ressentiment, pour leur montrer à quel point ils m'avaient blessée ? Je lui ai expliqué que le pardon n'était pas pour eux, mais pour moi. Que rester en colère, c'était comme boire du poison en espérant que l'autre meure. C'était moi qui souffrais de ma propre rancune, pas eux. En pardonnant, je ne leur donnais pas un cadeau, je me donnais à moi-même le cadeau de la liberté. La liberté de ne plus être définie par leur trahison, de ne plus être la victime de leur histoire. Elle a hoché la tête, pensive. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée. Maman, tu es devenue la femme que j'aimerais être un jour. Forte, indépendante, en paix avec elle-même.
Je suis désolée qu'il ait fallu que je te fasse autant de mal pour que tu découvres cette femme en toi. Mais je suis fière de celle que tu es devenue. Ces mots m'ont émue aux larmes. Parce que pour la première fois, l'un de mes enfants me voyait vraiment. Pas comme une mère, pas comme une source de ressources ou de réconfort, mais comme une femme à part entière, avec sa propre histoire, ses propres combats, ses propres victoires. L'hiver dernier, j'ai organisé une exposition de mes peintures dans une petite galerie du Marais. C'était terrifiant. Exposer ainsi une partie de soi au jugement des autres. Mais c'était aussi exaltant. Une vingtaine de personnes sont venues au vernissage. Mes amis du club de lecture, Claudine et d'autres bénévoles de l'association, Juliette bien sûr. Même Madame Lefebvre est venue, ce qui m'a énormément touchée. Mes peintures racontaient mon histoire, à leur manière. Des toiles sombres représentant la douleur de la perte et de la trahison. Des toiles lumineuses célébrant la renaissance et la liberté retrouvée. Une série de portraits abstraits représentant les différentes facettes de la maternité, avec ses joies mais aussi ses zones d'ombre. Les gens ont été touchés. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles se reconnaissaient dans mes œuvres, qu'elles avaient vécu des expériences similaires. J'ai même vendu quelques toiles. Pas des sommes importantes, mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était la validation, la reconnaissance que ce que j'avais créé avait de la valeur, que ma voix méritait d'être entendue. À 75 ans, j'avais enfin réalisé un rêve que je n'avais même jamais osé formuler clairement. Sophie et Marc n'étaient pas là, évidemment. Juliette m'avait dit qu'elle les avait informés de l'exposition, mais ils n'avaient pas répondu. Leur absence ne m'a pas surprise, et étrangement, elle ne m'a pas vraiment fait mal non plus. J'avais appris à ne plus attendre d'eux, et dans cette absence d'attente, il y avait une forme de paix. Il y a quelques mois, j'ai eu 75 ans. Juliette m'a organisé une petite fête surprise chez elle. Elle avait invité mes amis, quelques cousins éloignés que je voyais rarement. C'était simple, chaleureux, rempli de rire et d'affection. À un moment, alors que je regardais tous ces gens réunis autour de moi, j'ai réalisé quelque chose. J'avais une famille. Pas la famille traditionnelle que j'avais imaginée, pas celle du sang et des obligations, mais une famille choisie, construite sur le respect, l'affection réelle, la réciprocité. Claudine a porté un toast en mon honneur. Elle a dit que j'étais un exemple de résilience, que j'avais transformé une des pires épreuves qu'une mère puisse vivre en opportunité de croissance personnelle. Que j'avais prouvé qu'il n'était jamais trop tard pour se réinventer, pour trouver le bonheur, pour vivre pleinement. Ces mots m'ont fait pleurer, mais c'étaient des larmes de joie, pas de tristesse. Après la fête, alors que je rentrais chez moi dans le métro, j'ai repensé à ces 5 dernières années. À tout ce chemin parcouru depuis cette nuit terrible où j'avais découvert qu'Henri était mort à côté de moi. À toute cette douleur que j'avais traversée, seule d'abord, puis accompagnée. À toutes ces leçons que j'avais apprises, souvent de la manière la plus difficile. Et si je pouvais dire quelque chose à la Marguerite d'il y a 5 ans, à cette femme brisée qui pleurait seule dans son appartement en attendant désespérément que ses enfants l'appellent, que lui dirais-je ? Je lui dirais que ça va aller. Que la douleur ne durera pas éternellement. Que sous les décombres de ses illusions perdues, elle trouvera quelque chose de plus précieux, elle-même. Je lui dirais d'être patiente, d'être courageuse, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Je lui dirais que le bout du tunnel existe, même si elle ne peut pas le voir pour l'instant. Et surtout, je lui dirais que le pardon est possible. Pas le pardon qu'on accorde à l'autre pour lui faire plaisir ou par obligation morale, mais le pardon qu'on se donne à soi-même, celui qui permet de continuer à avancer sans porter le poids du passé sur ses épaules. Mettez un like si vous croyez au pouvoir du pardon. Il y a 2 semaines, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de Marc. C'était la première fois qu'il me contactait depuis plus de 3 ans. Ma première réaction a été la méfiance. Que voulait-il encore ? Mais sa voix était différente. Plus douce, presque hésitante. Il m'a dit qu'il voulait me voir, qu'il avait des choses à me dire. J'ai accepté, mais j'ai insisté pour qu'on se voie dans un lieu public, un café près de chez moi. Je ne voulais pas le recevoir chez moi. Pas encore. Peut-être jamais. Nous nous sommes donc retrouvés dans ce petit café de la rue du Commerce que je fréquente souvent. Marc avait vieilli. Ses cheveux grisonnaient, il avait des rides autour des yeux qu'il n'avait pas la dernière fois que je l'avais vu. Il avait l'air fatigué, comme quelqu'un qui a beaucoup lutté et qui commence à se demander si ça en valait la peine. Et elle m'a parlé de sa vie.
Sa nouvelle entreprise marchait bien, trop bien peut-être. Il travaillait 70 heures par semaine, il ne voyait presque jamais sa petite amie, il n'avait pas d'amis, pas de vie en dehors du travail. Il avait de l'argent maintenant, beaucoup d'argent, mais il se sentait vide. Il m'a dit qu'il avait récemment fait un burn-out, qu'il avait été hospitalisé, qu'il avait dû suivre une thérapie. Dans cette thérapie, il avait réalisé beaucoup de choses sur lui-même, sur ses priorités, sur la manière dont il traitait les gens, notamment moi. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit : « Maman, je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir utilisé. Je suis désolé de t'avoir abandonné. Je suis désolé d'avoir été un fils si indigne. Tu ne méritais pas ça. Papa n'aurait pas été fier de moi. » J'ai écouté ses excuses en silence. Une partie de moi voulait les accepter immédiatement, le serrer dans mes bras, lui dire que tout était pardonné. C'était mon fils, après tout. Mais une autre partie, celle qui avait appris à se protéger, restait prudente. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit : « Marc, j'apprécie tes excuses. Vraiment. Mais des excuses ne suffisent pas à réparer 3 ans de silence et de douleur. Si tu veux vraiment reconstruire quelque chose entre nous, il faudra du temps. Et il faudra des actes, pas juste des mots. Il a hoché la tête. Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance tout de suite. Je ne m'attends même pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que j'ai pris conscience de mes erreurs, et que si tu acceptes de me donner une chance, je ferai tout pour être le fils que tu mérites. Nous avons continué à discuter pendant plus d'1 heure. Il m'a posé des questions sur ma vie, mes activités, mes peintures. Il semblait sincèrement intéressé, pas juste poli. Quand nous nous sommes quittés, il m'a demandé si nous pouvions nous revoir. J'ai dit oui, mais prudemment. 1 fois par mois pour commencer, pour voir comment les choses évoluaient. Depuis, Marc vient me voir régulièrement. Il ne m'a jamais redemandé d'argent. Il ne parle jamais de l'héritage. Il vient juste passer du temps avec moi, connaître la femme que je suis devenue. C'est étrange, c'est fragile, mais c'est quelque chose. Je ne sais pas si nous arriverons un jour à avoir la relation mère-fils que j'avais imaginée autrefois. Probablement pas. Mais peut-être que nous pourrons construire quelque chose de différent, quelque chose de plus honnête, même si c'est plus distant. Sophie, elle, n'a jamais fait de démarche. Parfois, je me demande si elle pense à moi, si elle a des regrets. Probablement pas. Sophie a toujours été celle qui se souciait le plus des apparences, du statut social, de l'argent. Elle a probablement rationalisé son comportement d'une manière qui lui permet de bien dormir la nuit. Et c'est son droit. Je ne peux pas forcer quelqu'un à changer, à prendre conscience de ses erreurs. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que je ne me laisse plus jamais maltraiter de cette manière. Alors, quelle est la morale de cette histoire ? Qu'est-ce que j'ai appris de ces 5 années de trahison, de douleur, de reconstruction ? J'ai appris que l'amour maternel, aussi puissant et inconditionnel soit-il, ne suffit pas à garantir qu'on sera aimé en retour. J'ai appris que certaines personnes, même nos propres enfants, sont capables de nous voir uniquement comme des ressources et non comme des êtres humains. J'ai appris que la dépendance émotionnelle est une prison qu'on se construit soi-même, et que s'en libérer est douloureux mais nécessaire. J'ai appris que le bonheur ne vient pas des autres, de leur validation ou de leur présence, mais de l'intérieur, de notre propre capacité à nous aimer et à nous respecter. J'ai appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Que pardonner ne signifie pas devenir un paillasson sur lequel on peut marcher, mais simplement refuser de laisser la toxicité des autres empoisonner notre propre vie. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour découvrir qui on est vraiment, pour vivre pleinement. Et surtout, j'ai appris que la famille n'est pas toujours celle du sang. Que parfois, les vraies familles se construisent, se choisissent, se tissent à travers les expériences partagées, le respect mutuel, l'affection sincère. Que la qualité des relations importe bien plus que leur nature biologique. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je ne vois plus le vide et la douleur que je voyais il y a 5 ans. Je vois une vie riche, pleine de sens, de créativité, de connexions humaines authentiques. Je vois une femme forte qui a survécu à une des pires trahisons qu'on puisse imaginer et qui en est sortie non pas brisée, mais transformée. Est-ce que j'aurais préféré que tout cela ne se passe jamais ? Que mes enfants soient restés les personnes aimantes que je croyais qu'ils étaient ? Bien sûr. Personne ne choisit la souffrance. Mais puisque c'est arrivé,
puisque je ne peux pas changer le passé, je choisis d'en faire quelque chose de constructif. Je choisis d'utiliser cette expérience pour devenir une meilleure version de moi-même, pour aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. C'est pour ça que j'ai accepté de raconter mon histoire. Parce que je sais qu'il y a des milliers, peut-être des millions de personnes âgées qui vivent la même chose. Qui sont utilisées, abandonnées, trahies par leurs propres enfants. Qui se sentent seules, honteuses, coupables. Qui pensent que c'est de leur faute, qu'elles ont échoué en tant que parents. Je veux que ces personnes sachent qu'elles ne sont pas seules. Que ce n'est pas de leur faute. Qu'elles méritent d'être traitées avec respect et dignité, même par leurs enfants. Qu'il existe un chemin vers la guérison, même si ce chemin est long et difficile. Qu'il y a de la vie, du bonheur, du sens après la trahison. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous vivez quelque chose de similaire, je vous en supplie, ne restez pas seul avec votre douleur. Parlez à quelqu'un. Un ami, un thérapeute, un groupe de soutien. Demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à être vulnérable, à admettre qu'on souffre. C'est le premier pas vers la guérison. Et surtout, rappelez-vous que vous avez de la valeur. Pas à cause de ce que vous pouvez donner aux autres, pas à cause de votre rôle de parent ou de grand-parent, mais simplement parce que vous êtes un être humain unique, avec votre propre histoire, vos propres qualités, votre propre lumière. Ne laissez personne, même vos propres enfants, éteindre cette lumière. Le pardon que j'ai offert n'était pas un cadeau que j'ai fait à mes enfants. C'était un cadeau que je me suis fait à moi-même. Le cadeau de la liberté. La liberté de ne plus être définie par leur trahison. La liberté de construire ma propre vie, selon mes propres termes. La liberté de choisir qui j'invite dans mon cœur et qui j'en exclus. C'est un cadeau que je vous offre aussi, à vous qui lisez ces mots. Le pardon est possible. La reconstruction est possible. Le bonheur est possible. Même à 75 ans. Même après avoir tout perdu. Même quand on a l'impression que le monde s'est écroulé autour de nous. Alors oui, j'ai été veuve, trahie, oubliée par ceux que j'ai portés. Mais aujourd'hui, je leur rends tout par un seul mot. Pardon. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je le mérite. Parce que je mérite de vivre le reste de ma vie en paix, légère, libre de ressentiment et de rancune. Vous aussi, vous méritez cette paix. Vous méritez cette liberté. Vous méritez d'être heureux, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe qui vous a blessé. N'attendez pas d'avoir 75 ans pour vous en rendre compte. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Voilà mon histoire. Voilà mon message. J'espère qu'il touchera quelqu'un, qu'il aidera quelqu'un à se sentir moins seul, moins perdu. J'espère qu'il inspirera quelqu'un à choisir le pardon plutôt que la rancune, la reconstruction plutôt que la destruction, la vie plutôt que la simple survie. Parce qu'au final, c'est ça le vrai cadeau qu'Henri m'a fait. Pas l'argent, pas l'appartement, pas le chalet. Le vrai cadeau, c'était ces 52 ans d'amour inconditionnel qui m'ont montré ce qu'une vraie relation devrait être. Et c'est ce modèle que je garde maintenant comme référence. Toute relation qui ne respecte pas ces standards, même avec mes propres enfants, n'a plus sa place dans ma vie. C'est dur à dire. C'est dur à accepter. Mais c'est nécessaire. C'est la seule manière de se protéger, de préserver ce qui reste de notre vie, de notre santé mentale, de notre capacité à aimer et à être aimé. Alors merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la douleur, la trahison, la reconstruction, et finalement, le pardon. J'espère que mes mots vous ont touché, inspiré, peut-être même transformé d'une certaine manière. C'est tout ce qu'une vieille femme de 75 ans peut espérer laisser comme héritage, finalement. Pas de l'argent, pas des biens matériels, mais des mots, des idées, des leçons de vie qui peuvent aider d'autres personnes à traverser leur propre tempête. Et maintenant, je retourne à ma vie. À mes peintures, à mes livres, à mes amis, à mes promenades dans Paris. À cette vie que j'ai construite moi-même, pierre par pierre, après que tout se soit écroulé. Une vie imparfaite, certainement. Une vie parfois solitaire. Mais une vie authentique, une vie qui m'appartient, une vie qui a du sens. Parce qu'au final, c'est ça le plus important. Vivre une vie qui a du sens pour nous, pas pour les autres. Une vie dont nous pouvons être fiers quand nous nous regardons dans le miroir.
Une vie que nous ne regretterons pas sur notre lit de mort. Henri me manque encore tous les jours. Ces enfants, ceux que je croyais connaître, me manquent parfois aussi. Mais je ne regrette plus rien. Je ne pleure plus sur ce qui aurait pu être. Je vis pleinement ce qui est. Et c'est déjà beaucoup. C'est même énorme. Alors voilà. Ma vraie histoire. Sans filtre, sans embellissement. Juste la vérité brute d'une femme qui a survécu à l'impensable et qui a choisi, malgré tout, de continuer à croire en la bonté, en l'amour, en la possibilité du pardon. Non pas par naïveté cette fois, mais par sagesse. La sagesse qui vient quand on a traversé l'enfer et qu'on en est ressorti de l'autre côté, peut-être un peu brûlé, mais toujours debout, toujours vivant, toujours capable d'aimer et d'être aimé. Et si une vieille femme de 75 ans peut le faire, alors vous aussi, vous le pouvez. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quelle que soit la profondeur de votre douleur. Vous pouvez survivre. Vous pouvez vous reconstruire. Vous pouvez pardonner. Vous pouvez être heureux à nouveau. Je vous le promets. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Avec tout mon amour et tout mon respect. Marguerite.